Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer. Cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube. Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature ni conflit d'intérêts. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention et pas non plus d'oligarques ni russes ni nomades pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix. Et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout. Et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce. Cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là, le 25, 26, je sais plus, j'ai plus le numéro. Alors, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi mon ami et rédacteur en chef de la superbe revue Éléments, parce que vous avez fait, François, là, un super numéro. On a fait fort, avec GG. Avec notre ami Gérard Depardieu. Christophe Maxime est avec nous. À votre service. Et puis, moi, c'est... encore un petit nouveau, Rodolphe Carte, Bonjour. qui était là le mois dernier dans notre émission Le Plus d'éléments. Donc cette année-là, on va pas faire un bond un grand bond, on va partir en 2016 et on avait fait un numéro, vous voyez. Alors, il n'est pas très... La couverture, en fait, est... Patrick Buisson. Ouais, c'est Patrick Buisson. Excellent entretien. Excellent entretien que vous aviez mené, mon cher François, je crois. Ouais. Non, on va pas parler de Patrick Buisson, parce qu'il est... on aurait pu, mais c'est pas ça. On avait fait un dossier qui s'appelle « À l'Est du Nouveau, les enfants terribles de la Russie ». C'était en 2016. Je pense qu'on pourrait Si on mettait un titre comme ça, je pense que là, on aurait vraiment des problèmes. Hein. Enfin, les enfants terribles de la Russie, qui étaient quand même des interviews assez intéressantes d'Alexandre Douguine et de Zakhar Prelipine, principalement. Bon, cher François, on a choisi ça. L'émission va être un peu casse-gueule parce que comme on enregistre, on ne connaît pas aujourd'hui la situation. Est-ce que c'est envenimé ou pas en Ukraine? Est-ce que la guerre est finie? Est-ce que on sait... La fin du monde aura eu lieu, peut-être. C'est peut-être la fin du monde, c'est notre dernière émission. Un message d'outre-tombe. Un message d'outre-tombe, voilà. Donc, parler de la Russie, là, c'est un peu casse-gueule, mais enfin bon, on va y aller. 2016, ce qui est assez troublant quand on lit ce numéro qui était quand même autour des écrivains et des intellectuels russes, c'est que leur discours n'a pas beaucoup bougé et qu'en fait, tout ce qu'ils disent aujourd'hui était déjà dans Éléments. Ouais. C'est la raison pour laquelle il faut lire ce numéro-là qu'on peut acheter sur le site de la revue Éléments, revueéléments.com, parce qu'il y a un nationalisme russe, parce qu'il y a un attachement. La Russie a ceci de particulier, c'est quand même rare dans l'histoire, c'est peut-être même inédit, c'est un empire qui s'est effondré 2 fois au XXe siècle, qui s'est effondré sur lui-même à 2 reprises, et qui à 2 reprises est rené de ses cendres. Donc il y a une énergie dans ce peuple, une énergie, c'est un peuple jeune, c'est un peuple qui rentre en Europe au XVIIIe
8e siècle sous Pierre le Grand. Donc c'est un peuple qui a certes 1000 ans d'histoire derrière lui, depuis la fondation, depuis la Russie kievienne d'ailleurs, puisque c'est le berceau, Kiev, l'Ukraine est le berceau de la Rousse, hein, des Varegs, hein, qui ont colonisé et qui ont fait, c'est la Russie moderne. Hein. Alors oui, il y a une énergie en Russie qu'on retrouve partout. Bah, vous avez vu à Moscou, dans le stade, là où il y avait 200 ou 300 000 Russes, hein, pour célébrer une Crimée, j'allais dire soviétique, une Crimée russe. Hein. Et pour cause, la Crimée a été construite hein, par la Grande Catherine. Hein, le port de Sébastopol, toutes les grandes villes ont été construites par la Russie. Donc oui, il y a 6 à 7 ans, on avait mis les pieds dans le plat en interrogeant donc Douguine. Hein. Douguine, c'est un peu le prophète hein, de l'eurasisme. Hein. On va parler de l'eurasisme parce que c'est une des tentations russes hein, et une tentation légitime puisqu'on est au cœur de cette notion de russe. Hein. Et Prilepine, hein, à beaucoup d'égards, Prilepine procède hein, de Alexandre Douguine hein, puisque il a fait la guerre en Tchétchénie et aujourd'hui il est, j'allais dire, paramilitaire. Enfin, il était paramilitaire dans le Donbass hein, et surtout c'est un enfant du parti national bolchevique hein, qui a été fondé par Édouard Limonov et par Alexandre Douguine. Hein. Et de mémoire, hein, parce que j'ai pas pu me replonger dans le numéro, mais on avait intitulé un papier sur Prilepine, hein, les bâtards de Joseph Staline, hein, puisque en effet il y a une dimension, mais elle est très nationale. Hein, c'est la grande guerre patriotique. Hein. Les bâtards de Staline et d'Édouard Limonov, en fait, ces gens-là sont quand même très largement les enfants de la Limonka, qui était la revue de Limonov, la revue nationale bolchevique. Hein. Et Limonov, les Français le connaissent, en tout cas ceux de ma génération, puisqu'il était parisien dans les années 80. Très proche de Jean Edernalier, de Patrick Besson, grand écrivain à l'édition internationale. Moi, je l'ai côtoyé à l'époque où j'étais à l'âge d'homme. Hein. Donc, il suffit de voir Limonov pour comprendre. Hein. C'est ce que m'a dit Lepardieu il y a un mois ou deux. Il faut comprendre cette énergie. Il n'y a qu'en Russie qu'on trouve cette énergie. Même Depardieu me disait, oh, voyez, la carrure, c'est un décathlonien, de la picole, de la gastronomie. Bah, face à un Russe, il n'a jamais vu de pareille bête. Hein. Il était tout petit, Limonov. Il avait des verres quadruple foyer, une tête farineuse. Hein. Mais putain, il pétait l'énergie. Vous sentiez que si jamais vous le touchiez, le mec, il dégainait. Donc c'est la Russie, ça, on a du mal à le comprendre. Hein. Alors c'est une Russie qui, que ça soit, vous parlez de Limonov, mais toutes ces jeunes intellectuels, et Zakhar Prilepine en premier, abandonnent très vite en fait la politique et l'opposition et politiquement, ils sont avec Poutine parce que Poutine, c'est la Russie. Voilà. Et la Russie, c'est Poutine. Le seul qui est contre Poutine, c'est Limonov, étonnamment. Et du reste, il va faire de la prison. Il fera un très bon livre, Mes prisons. Il est mort, malheureusement, Limonov. Hein. Mais tous suivent Poutine. C'est que là aussi, on a du mal à comprendre. On a un nouveau rédacteur à Éléments. Mais comme on travaille en famille, il s'appelle Julien Luzinki. Sauf de ma part, c'est votre cadet. Qui a vécu 3 ans en Russie et qui nous a fait un papier sur la jeunesse russe, justement. Pour montrer en quoi elle ne pouvait pas ne pas être poutinienne, hein, même si elle a une relation d'amour-haine avec Poutine. Hein. Le best-seller là-bas, c'est pas la génération Z, hein, c'est ce que dit Julien Luzinki, c'est la génération P. Du nom d'un best-seller, d'un roman qui est un best-seller en Russie. Poutine occupe tout. On ne voit Poutine. Je veux pas dire qu'il y a un culte du chef. Si, il y en a un. C'est pas le petit père des peuples, hein, mais quand vous allumez votre télévision, c'est Poutine. Poutine est assez seul, hein, du reste. Hein. Si on nous demande de citer un nom, Lavrov, nous occidentaux, parce que c'est un grand ministre des Affaires étrangères, Poutine a tout absorbé et il s'inscrit dans cette tradition d'autocrate. Moi, j'aimerais en parler. Je veux pas m'opposer mais il y a vraiment une spécificité russe, une idiosyncrasie russe, pour comprendre pourquoi la Russie est une démocratie, mais c'est une démocratie administrée, qui a tous les signes de la démocratie. Il y a des partis, il y a des élections, des institutions démocratiques, une Douma. Pour autant, ça n'est pas une démocratie telle qu'on l'entend. C'est la raison, je crois, principalement pour laquelle on a une relation aussi conflictuelle à la Russie, qui s'inscrit dans une histoire au long cours de la russophobie, qui est vieille peut-être depuis la chute de Constantinople, hein, que Rousseau, votre ami Rousseau, qui a fait une constitution sur votre chère île et votre cher pays. Sur la Corse, mais il en a fait une également, le père de la russophobie. Qui à l'heure actuelle est indépendante. Hein, ouais. Non, parce que le monde est fini. Le monde est fini. Je veux dire, Poutine a appuyé sur le bouton et pouf, il y a un gros champignon. Mais c'est Rousseau qui avait fait une constitution pour la Pologne, hein, alors par rivalité à l'encontre de Diderot, de Voltaire, parce qu'il est commandé par la rivalité. Les autres adoraient la Russie, lui il s'est mis à la détester. Mais depuis 300 ans, on a une relation bizarre avec la Russie, on l'aime,
l'aime, on la déteste. Mais on va en parler là, puisqu'il y a des causes géopolitiques très profondes. Christophe, vous avez fait il y a pas si longtemps pour un voyage de presse avec pour la revue Éléments. Parce que là, on est dans l'émission d'Éléments cette année-là et pas le plus d'éléments. Non. C'est l'occasion peut-être de revenir un peu en arrière, parce que je crois que sur le site, on peut toujours trouver encore le film que j'avais fait, qui est assez long, qui s'appelle Détour en Crimée. Je crois. Détour en Crimée qu'on peut trouver. Effectivement, il y a 3-4. Ça va être contemporain ouais, peut-être. Peut-être c'est un peu après ou un peu avant. Un peu après, oui. Et effectivement, j'avais eu, alors, sans trop de parti pris, même si j'étais avec des gens qui étaient un peu partisans, entre guillemets, effectivement, j'avais fait un voyage de Moscou à la Crimée. Et c'était l'anniversaire de cette espèce d'autodétermination parce qu'il y avait eu un vote. Alors évidemment, comme il y a que des Russes là-bas, ils ont voté plutôt pour le rattachement, comme ils disent, à la Fédération de Russie. Et bien, effectivement, on était notamment en compagnie de Thierry Marinier, député européen. Marion Maréchal. Absolument pas. Moi, je l'avais pas vu, mais effectivement, elle s'était rendue avec d'autres gens de son parti, je crois. Non, moi, j'avais été avec Marinier et des députés, ex ou actuels députés, plutôt effectivement de sensibilité souverainiste. J'avais fait un voyage superbe. Vraiment, j'invite tout le monde à aller voir, même pour des raisons culturelles. C'est magnifique comme endroit, hein, la Crimée, Yalta, etc. Et donc à Yalta précisément, il y avait eu des grandes fêtes populaires, voilà, avec des fresques incroyables d'ailleurs, un peu avec Poutine en G.I. Joe ou des choses comme ça. Et c'est très beau, c'est extrêmement émouvant. Donc c'est à redécouvrir tout ça. Et effectivement, il y a une ambiance qu'on peut difficilement comprendre, puisqu'il y a un mélange de nostalgie, de patriotisme. C'est un pays qui a à la fois beaucoup de regrets. C'est un pays qui est à la fois très jeune, la Russie, et qui François nous parlait de son effondrement, mais c'est aussi des saignées de jeunesse en fait, hein, puisque les élites meurent à chaque fois. La Première Guerre mondiale et la Grande Guerre patriotique qu'ils appellent, c'est des saignées de l'aristocratie, et alors qu'on retrouve, puisqu'il y a un conflit armé, donc certains Russes, on a plusieurs échos en ce moment de Russes en France ou autres. Je crois que sur les terrains qu'on connaît mal entre l'Ukraine et la Russie, il y a un certain nombre de morts de soldats russes, et notamment beaucoup de membres d'état-major. Il y a aussi une élite russe. À l'heure actuelle, on parle quasiment de 10 000 morts. Hein. C'est côté occidental. Ça nous paraît monstrueux. Chez eux, ils font la guerre un peu comme ça. Cela étant dit, si vous me permettez, on est dans une configuration là, d'un matraquage, d'un bombardement médiatique. Alors certes, les Russes bombardent les Ukrainiens, qui se défendent avec des armes occidentales, anglaises, américaines. Mais il y a un bombardement. Alors il ne s'agit pas d'exonérer ni d'innocenter les Russes ou Poutine, puisque c'est pas une offensive, c'est une guerre qui est menée, et puis une guerre lourde avec de l'artillerie, etc. Mais on est quand même dans les bombes et bobards. Du matin au soir, c'est des bombes et bobards, c'est des généraux, Alors moi je nuance ce que dit Christophe sur les seigneurs et de l'aristocratie. La Grande Guerre patriotique, c'est tout l'arrière-pays qui a été poussé en avant par Staline. Et la saignée patriotique, elle est surtout en Pologne. C'est Katyn, où toute l'élite polonaise est tuée par Staline. Les Russes ne le reconnaissent que très tardivement, après la chute du mur de Berlin et après l'effondrement de l'Empire soviétique. Mais je crois qu'il est inquiet. J'aimerais revenir aussi sur la notion de traumatisme que vous avez évoquée pour le peuple russe. Je pense qu'il faut aussi évoquer celle des années 90 avec la fameuse thérapie de choc, avec la libéralisation, l'autodissolution du pacte de Prague. Et véritablement, cette vente à la découpe qu'a subie la Russie, où le pouvoir, les instruments financiers se sont retrouvés entre la main d'une poignée de personnes. C'est là où les oligarques. Exactement, où apparaissent les oligarques, où, chose invraisemblable dans le monde occidental, l'espérance de vie a baissé pour la première fois pour une population. Et aussi, c'est des notions qu'on a un peu perdues, mais cette notion de sacré, ou par exemple d'importance de la femme, c'est aussi l'émergence des réseaux mafieux et de prostitution des femmes de l'Est aussi. C'est des choses que le peuple... La femme à $1. Exactement, c'est des choses qui ont traumatisé profondément le peuple russe et avec leur caractère qu'ils n'ont jamais oublié en fait. C'est un peu déjà en 2016 quand Zakhar Prelipine dit « Je n'éprouve aucune tendresse particulière pour toute la récente bourgeoisie russe, mensongère, mesquine et cosmopolite. Je n'aimais rien de tout cela dans les années 90 et ça n'a pas changé. » Et effectivement, comme dit Rodolphe, ces années 90, pour eux, c'est un véritable cauchemar. Et c'est une sorte de presque d'une vengeance. De toute façon, les mémères russes, les mamouchkas, c'était des queues interminables dans des magasins vides, avec un rouble qui s'est effondré. Pour autant, disant cela, même si ma russophilie, qui n'est pas une
poutinophilie. Ma russophilie me fait regarder les Russes avec des yeux beaucoup moins critiques que ceux des médias centraux occidentaux. On parle de traumatisme, c'est les traumatismes qui ont fait l'Ukraine. Alors certes, l'Ukraine est un pays malheureux, c'est un pays qui est coincé entre l'Allemagne et la Pologne aussi à beaucoup d'égards, et la Russie. La Russie a toujours surveillé. En Russie, il y a une dimension géopolitique qui est centrale, ce qu'on appelle un impérialisme défensif. C'est que le voisin lointain, les Russes s'en foutent. Les gens qui nous expliquaient pendant 50 ans qu'ils ont expliqué que l'armée rouge allait débarquer sur les Champs-Élysées, ça ne peut pas traverser l'imaginaire russe, parce que le voisin lointain, les Russes s'en foutent. En revanche, le voisin proche, quel qu'il soit, dans le Caucase, en Asie centrale, et là en l'occurrence en Pologne et en Ukraine, il faut le contrôler, d'autant que l'Ukraine, il y a des droits légitimes historiques que les Russes peuvent faire prévaloir. Mais cela étant dit, l'Ukraine, moi j'ai toujours en tête les chefs-d'œuvre de Grossman, de Vassili Grossman, sur les famines organisées, les 2 grandes familles des années 30, où il y avait des cas d'anthropophagie. Alors on ne sait pas si c'est un choix délibéré de Staline. Peut-être, peut-être pas. Les Ukrainiens vous disent que c'est un choix délibéré de Staline. C'est un génocide en affamant les gens. Et les autres vous expliquent que c'est parce que le plan quinquennal avait imposé des objectifs de production qui étaient inatteignables, et que les kolkhozes en Ukraine disaient oui, vous nous demandez 10 tonnes de blé, on en fait 15. En fait, en réalité, il y en avait 2 ou 3. Donc on ne sait pas si c'est vraiment organisé ou pas, s'il y a une intentionnalité criminelle, mais c'est ça qui fait l'Ukraine. Et je crains que parce qu'on ne pensait pas, peu d'observateurs pensaient qu'il y avait un problème ukrainien, puisque c'est le voisin proche. Les Russes ne peuvent pas tolérer, c'est pas possible, que l'OTAN, en tout cas en Pologne, il y a des antimissiles en Pologne, c'est pas possible, que l'Ukraine intègre l'OTAN. Poutine tape là-dessus, mais on ne pensait pas qu'il irait aussi loin, aussi fort, mais c'est après les famines organisées. Il est évident que la guerre en Ukraine est en train de constituer un embryon de sentiment national ukrainien. Et ça, c'est Poutine qui est en train de le créer. Je ne suis pas sûr qu'il pensait, quand il a lancé son offensive, qu'il s'enliserait autant. Exactement, je pense que c'est une des erreurs de Poutine, c'est qu'il n'a pas pris en compte toute cette partie plutôt occidentale de l'Ukraine, qui, elle, avait commencé à se tourner complètement vers l'Europe. Et comme vous le dites exactement, aujourd'hui, le mouvement national qui était déjà en marche sous Maïdan, et qui n'était pas cette caricature de fascisme comme on nous l'a vendu, mais qui était pas non plus cette volonté absolue d'une démocratie libérale à l'européenne. Bon, il a été repris parce que, faut le dire, l'Ukraine est un pays corrompu par la mafia aussi, c'est ça, faut le dire exactement. Mais néanmoins, on retrouve tous les marqueurs d'une constitution nationale, d'un esprit national, avec la désignation de l'ennemi, selon les théories de Carl Schmitt. Et le martyr. Avec le martyr, exactement. La martyrologie, là. Et puis le retour à un espèce d'âge d'or, comme vous l'avez très bien dit au début de notre entretien, et aussi avec l'apparition de figures. Alors on a redépouillé des figures nationales, et par exemple Zelensky, qui par le fait du hasard et d'être là aujourd'hui pendant l'événement, se trouve transcendé par une aura qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné pour un personnage de cet acabit, on va dire. Non. Si je me permets, moi sur Zelensky, c'est fascinant. J'avais fait dans Éléments, alors je me cite, pardonnez, mais sur un papier dans un numéro il y a 2-3 mois sur l'oclocratie, la manière dont la démocratie, l'oclos, c'est le pouvoir de la foule, cratie, pouvoir, l'oclos, la foule, comment ça dégénère, et on finit par élire des bouffons ou des démagogues. Et Zelensky, la scène, on l'a tous vu sur Internet, où il joue pas du piano à queue, mais enfin c'est tout comme, c'est pas un piano à queue certes, mais il fait semblant de jouer avec son sexe, sa verge, l'hymne ukrainien. C'est un bouffon qui a été élu, c'est un bouffon corrompu. Plus il en fait, plus ça marche. Avec son truc kaki, là, c'est bouffon, il fait de la retape dans la terre entière, et plus il en fait, plus... Et moi, il me fait penser, Poutine, c'est un mélange de Gengis Khan, de Staline, tout ce qu'on voudra, de Hitler. C'est à la fois Adolphe et Hitler et Joseph Staline. C'est les deux. Mais c'est surtout l'empereur Palpatine, je trouve. C'est vraiment l'empire du mal, la Russie. Et l'autre, c'est Skywalker. Il va sauver la galaxie. Sauf en Israël, étonnamment. Oui, on peut dire qu'il y a effectivement, il faut garder un peu son sang-froid, parce que c'est aussi l'anniversaire en ce moment même, au printemps, des bombardements de Belgrade. Alors, il ne faut pas calquer non plus cette grille de lecture. Il y a quand même un récit qui se met en place, il y a un scénario occidentaliste qui se met en place, où effectivement, de manière grossière, il y a un peu les méchants, et il y a des choses assez grossières. Après, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, dans la psychologie russe, je crois qu'il y a une inquiétude russe. Il y a une inquiétude russe chez les Russes qu'on peut rencontrer en France. Déjà, l'armée russe, beaucoup de Russes pensent que c'est une armée en carton, en fait.
C'est une armée en carton, c'est pas forcément la deuxième puissance mondiale, et que Poutine a peut-être été naïf. Il y a une grande inquiétude. Ce qui est marquant chez les Russes, c'est que la grande guerre patriotique, ils ne l'ont pas déclenchée. C'est une réponse. Et ce qui est très frappant pour eux, c'est que Poutine a peut-être été imprudent de déclencher l'offensive, et qu'il endosse le mauvais rôle. Et peut-être avec des éléments stratégiques qui sont un peu naïfs et ratés. Et qu'il s'est engouffré dans un piège que lui a tendu des forces qui sont un mélange d'OTAN, des Américains. Et juste pour finir, alors, je pense qu'effectivement pour les Russes, il est inacceptable que l'Ukraine ne soit plus une zone tampon, mais qu'effectivement il y a des bases militaires américaines. Mais on oublie aussi que par ailleurs, les pays baltes sont dans l'OTAN, donc les fronts. Donc, si vous permettez, c'est que notre discours est inaudible en dehors d'éléments et c'est des questions très complexes. De TV Liberté et de quelques autres médias un peu libres. Mais non, moi je ne crois pas à la Russie depuis il y a plusieurs âges russes. C'est quand que la Russie commence peut-être que c'est avec les Romanov, hein, mais les Romanov font ce que Poutine fait. Pierre le Grand fait ça. Pierre le Grand, le drame, si on peut parler ainsi, la Russie c'est un empire. Hein. Sa définition elle n'est pas ethnique. Hein. Il y a les Tatars, il y a les Mongols, il y a les pas religieuses, il y a des musulmans. Je crois que c'est 20 millions de musulmans. Ouais, c'est considérable. On en parle beaucoup, c'est une parenthèse en disant que, je ne sais plus comment il s'appelle, le patron de la Tchétchénie, le président, Kadyrov, merci. Mais il y en a en face des musulmans, c'est comme pour la question du fascisme, on s'en fout, je veux dire. Ça me rappelle, moi, à l'époque de Milosevic, je travaillais avec des Serbes, hein, on disait les serbo-bolcheviques. Ils n'avaient rien de bolchevique, c'était autre chose, ils sont nationalistes, hein, c'est différent. Mais la Russie, depuis 3 siècles, ça hantise. Hein. J'aimerais en parler parce qu'on est au cœur de la géopolitique et la géopolitique anglo-saxonne s'est constituée sur l'idée de Earthland, de cœur de la Terre, parce qu'on est au cœur de la Terre. Les théoriciens anglo-saxons, d'abord britanniques hein, et ensuite américains, qui sont parlé de Carl Schmitt, qui sont les grandes puissances maritimes, se heurtent au cœur de la Terre. Le cœur de la Terre, c'est un grand bloc, l'Eurasie. Et le milieu de ce cœur, hein, c'est ce qui faisait dire à quelqu'un que l'empire du milieu, c'était pas la Chine. L'empire du milieu, c'est la Russie. Et qui tient l'empire du milieu, tient le monde. Hein. Et que fait l'Amérique hein, comme l'Angleterre au préalable. L'Angleterre, si l'Empire ottoman, qui est l'empire malade, est sous respiratoire par les Anglais, c'est pour bloquer les Russes. Hein. Donc il y a une tentative permanente. C'est pour ça que notre discours est inaudible, parce qu'on ne peut pas expliquer l'archéologie de cette guerre. Hein. Et l'archéologie de cette guerre, hein, c'est que la doctrine d'endiguement qui procède de cette théorie géopolitique qui a été faite par des géographes hein, et qui ont compris l'essence de la Russie. La Russie, c'est un bloc de terre. Et depuis Pierre le Grand, la Russie, elle respire pas dans ce bloc de terre parce qu'elle n'a pas accès aux mers chaudes. Hein. Elle a accès qu'à des mers froides. Hein. Et depuis Pierre le Grand, il y a eu des guerres de conquête. Hein. Tout le XVIIIe siècle, hein, la Russie a été multipliée par, je sais pas par combien. De Pierre le Grand à la Grande Catherine, hein, on a d'abord gagné la Baltique, hein, où on crée Pétersbourg, hein, parce qu'on va voir, lui, son rêve, c'était les mers chaudes. Hein, et la Grande Catherine, ça va être les mers chaudes. Hein. La Russie n'a pas de ressources maritimes. Donc c'est un bloc au centre de l'Earthland. De la hein. Crimée et d'Odessa. Ouais. Voilà, c'est pas pour rien que ils ont été aidés, la Syrie, parce que la Syrie, et c'était Alexandre Dugin qui m'avait dit ça il y a bien longtemps, il m'a dit la Syrie, c'est la Russie. Ouais. C'est là où la Russie est en Méditerranée, c'est en Syrie. C'est tout alors, je laisse la parole à Rodolphe, mais c'est toute la théorie des géopoliticiens américains. Le dernier, c'est Brzezinski, mais il fait que s'inscrire dans, je crois que c'est Mackinder, le premier. Mackinder, ouais. Le premier qui était un Anglais, et après c'est Truman s'en empare pour fait cette doctrine de l'endiguement, donc on encercle la Russie, et Brzezinski, conseiller de Carter, le dit, c'est un réaliste en politique, donc c'est des mecs intéressants, parce que c'est comme un disciple de Kissinger. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est de la Baltique, hein, jusqu'au Caucase, hein, jusqu'à l'Asie centrale, on veut ceinturer la Russie. Donc c'est-à-dire qu'on veut l'asphyxier, or c'est la hantise des Russes, c'est le voisin proche. Hein. Le voisin, et c'est normal, hein, c'est la géographie, la Russie c'est une plaine, c'est une steppe. Hein. On s'y enfonce comme dans du beurre. Hein. Donc il faut repousser toujours plus loin la frontière. Hein. Dès lors qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre la guerre. C'est pas que notre discours est inaudible. Hein. On n'est que dans l'émotion aujourd'hui. C'est les salauds de Russes qui bombardent les gentils Ukrainiens. Mais non, je dirais. Mais Poutine, dès ses discours de 91, parlait très bien de cet axe de Lisbonne jusqu'à Vladivostok. Et comme vous l'avez très bien rappelé, c'est toute la doctrine de la thalassocratie anglo-américaine, depuis Mahan, Mackinder, Spackman, cette théorie, comme vous avez très bien dit, du croissant intérieur qui vient faire cet endiguement de l'Empire russe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Russie nous a été prête à s'allier, entre guillemets, et à faire ce fameux axe Paris-Moscou-Berlin, à condition que l'Europe soit indépendante.
l'OTAN n'avait plus aucune raison d'être sur le continent européen à la sortie à l'effondrement du bloc de l'URSS. Il y a eu l'autodissolution du pacte de Prague en 91, mais malheureusement, et en plus, dès ses discours, dès 91, Poutine l'affirmait déjà, il conspuait la politique des nationalités mise en place par les bolcheviks et par Lénine, où on avait instauré pour lui des frontières qui étaient à ses yeux, qui étaient inexistantes en réalité avec la Biélorussie et l'Ukraine. Et la chose sur laquelle il faudrait aussi insister, je pense, c'est vraiment le traumatisme du Kosovo, vous l'avez très bien expliqué. Les Russes étaient passés dans une dimension où l'OTAN pouvait apparaître comme une force défensive et seulement protectrice. Or, l'OTAN a bombardé Belgrade. Ce qu'on ne se souvient jamais aussi, c'est qu'au moment des bombardements, l'ambassade de Chine avait été pulvérisée aussi. Déjà, c'était une chose assez intéressante. Et la Russie, d'être dans ce cas d'impuissance où elle ne pouvait pas rendre, entre guillemets, aller au secours de la Serbie, qui est pour elle son allié fraternel. La Serbie, au passage, qui est un allié aussi fraternel de la France. Mais c'est un autre sujet. Oui, ça, on l'a complètement oublié. Avec le grand monument aux morts à Belgrade De Franchet d'Espéré. J'aime la France. Oui, puis Aimons la France comme elle nous a aimés. Et Franchet d'Espéré, effectivement. Franchet d'Espéré qui a sa statue, parce que c'était les Dardanelles. Exactement. Et pour en revenir aux accords de Minsk, en 2015, il y avait une analyse qui était assez intéressante d'Angela Merkel qui disait que Poutine réagissait comme un Westphalien du 19e siècle. C'était assez joliment trouvé parce que c'était exactement ça. Et en fait, nous avons brisé cet ordre westphalien par nos interventions justement à Belgrade, où on le fait à l'encontre de la Charte des Nations Unies, sans prévenir les Russes. Il n'y a pas de mandat. C'est une ignominie. Absolument. Et il y a cette anecdote assez parlante, c'est que le jour de la Pâque orthodoxe russe, il y avait des images de soldats américains qui marquaient au stylo « Joyeuse Pâques » sur des missiles qui allaient s'écraser 2 heures plus tard sur Belgrade. C'est des choses que les Russes n'ont jamais oubliées. Ça. Si vous permettez, nous, quand on fait la guerre en Irak ou en Syrie, parce qu'on a voulu la faire en Syrie, quand on l'a fait en Serbie, quand on bombarde également le Kosovo, c'est toujours humanitaire. Et quand Poutine fait la guerre, là, pour le coup, c'est pas humanitaire, c'est diabolique. Alors, c'est une guerre proche, nous, c'est des guerres lointaines. Sur le Kosovo, ça a été crapuleux, vraiment crapuleux. Ouais. C'est Kouchner. On tombe sur la même bande à chaque fois. Les néo-philosophes qui se sont trompés sur tout, jusqu'à la Libye, en Syrie, en Irak, en Yougoslavie. Ce Kouchner, dégueulasse Kouchner, qui soutient le patron de l'UCK, où il y avait du trafic d'organes. Même Carla Del Ponte, la patronne du TPI, l'a reconnu. C'est surréaliste. Tout ça, c'est pas pour légitimer Poutine ou sa guerre, etc. Mais regardons c'est ce que Depardieu nous disait il y a 2 mois. Regardons quand même ce que nous avons fait. C'est ce qui fait que dans tous les stades de Serbie, à chaque match de foot, on chante un chant russe en l'honneur des soldats. Ce qui fait que la Russie n'est pas si isolée que ça à travers le monde. En Europe, franchement, il y a une diaspora serbe depuis l'occupation ottomane. Il y a une grosse diaspora serbe. Il y a un chef-d'œuvre de Czernianski sur la migration, ça s'appelle. C'est la migration des Serbes, des Slaves du Sud. C'est ce que sont les Yougoslaves, c'est-à-dire les Slaves du Nord. Pression ottomane. Puis je veux dire, il n'y a que l'Europe. Le monde entier soutient la Russie. Il n'y a que l'Europe qui a un problème avec les Russes. C'est clair. Donc voilà, on a terminé. Vous pouvez retrouver ce numéro, franchement, qui était formidable. Alexandre Douguine, Zakhar Prelépine, des entretiens incroyables à relire. C'est sur le site de la revue Éléments et c'est pas cher. Je vais faire un peu la vérité si j'y mens. Voilà. On se retrouve, nous, dans 2 mois, et puis le mois prochain avec peut-être Olivier François, le retour d'Olivier François, on ne sait pas. Il est revenu. Il est revenu, vous pensez ? Bon. Bonjour chez vous.